Donc, surveillance de l'état de santé sur Internet. C'est moi qui présente. Je ne suis évidemment pas seul dans ce travail-là. Il y a donc un ensemble de personnes qui sont impliquées à la direction de santé publique qui font avancer les idées et qui font aussi avancer les différents travaux qu'on mène pour répondre à ce mandat de surveillance d'état de santé. Je vous propose un plan. Il y a sûrement certains éléments sur lesquels je vais passer plus rapidement pour se laisser un peu de place. Il y a des éléments que je veux présenter qui ont déjà été abordés par d'autres conférenciers, soit ce matin ou même en début d'après-midi. Donc, je passerai peut-être plus rapidement pour arriver vers des enjeux sur lesquels on pourra échanger. Donc, quelques mots sur qu'est-ce que la surveillance, c'est quoi son rôle au Québec, c'est quoi des objets de surveillance, c'est quoi les outils qu'on utilise pour faire de la surveillance et pour nous amener vers les innovations en surveillance d'état de santé pour en finir avec une brève période donc, de discussion, échange et discussion. La surveillance. La surveillance, c'est une fonction de santé publique qui est balisée au plan légal. Donc, le directeur de santé publique a un mandat légal de faire de la surveillance d'état de santé de sa population pour pouvoir orienter ses actions de santé publique. Elle est définie comme un processus continu d'appréciation de l'état de santé d'une population de ses déterminants par la collecte, l'analyse et l'interprétation des données sur la santé et ses déterminants à l'échelle d'une population. Donc, on travaille sur des populations entières. Dans le cas de Montréal, dans le cas de la Direction de santé publique à Montréal, c'est le territoire de l'île de Montréal. Donc, s'il faut nager, s'il faut prendre un train, s'il faut prendre le métro sous le fleuve, on n'est plus sur le territoire de l'île de Montréal, donc on n'est plus dans notre terrain de jeu. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la population, c'est le 1,9 million de personnes qui résident sur l'île de Montréal. Le mandat donc, du directeur de santé publique d'informer la population sur son état de santé, les problèmes prioritaires, les groupes les plus vulnérables, les principaux facteurs de risque, de suivre l'évolution de ces indicateurs de santé déterminants dans le temps. Donc, il y a cette idée de suivi temporel et dans l'espace, et de conduire des études, des recherches qui sont nécessaires au suivi de l'état de santé de la population. Pourquoi? Pour répondre à trois autres grands mandats de la direction de santé publique ou de la santé publique, la protection de la population face à certaines menaces à la santé, la prévention de certains états de santé via, et notamment la promotion par exemple, de saines habitudes de vie. Tout ça en faveur d'un état de santé et de bien-être positif ou favorable de la population. Donc, la surveillance de l'état de santé arrive en quelque sorte en amont des actions de santé publique. Elle arrive aussi, prévention, promotion, protection, qui arrive en amont aussi des états de santé, entre guillemets, dégradés ou de la maladie. Donc, on travaille toujours en amont de quelque chose et en amont d'utilisation des services de santé pour régler ou gérer les problèmes de maladie. Donc, surveiller pour mieux agir, pour mieux prévenir, pour mieux faire de la promotion. Sur quels objets ou qu'est-ce qu'on surveille? Bien, on surveille des états de santé, santé globale, santé physique, santé mentale. On regarde des caractéristiques individuelles, des milieux de vie, des systèmes et un contexte global, tant social, socioculturel, sociopolitique. Nos enquêtes, quand on parle d'enquêtes de surveillance, on se retrouve dans les trois premières sphères. Là. Le reste peut être documenté par d'autres sources. Donc, un ensemble d'objets pour la surveillance qu'il faut suivre dans le temps. Comment, de quoi dispose-t-on ou quelles sont les sources à notre disposition pour faire la surveillance ou pour assurer la surveillance d'état de santé? Bien, on a des fichiers médico-administratifs qui sont produits par les établissements, des fichiers de naissance et décès qui sont compilés par l'Institut de la statistique du Québec, notamment, qui permettent donc de suivre l'évolution des caractéristiques de la population. Les dossiers de la Régie de l'assurance maladie du Québec sont toutes des sources de données auxquelles on a accès dans le cadre d'un mandat légal de surveillance d'état de santé de la population. Donc, c'est un privilège qu'on a en santé publique et en surveillance en particulier d'avoir accès à ces sources de données-là qui sont des sources assez riches et précieuses pour faire ce mandat ou pour réaliser ce mandat qui nous est confié.
Outre les fichiers médico-administratifs, le recensement canadien, donc c'est aussi une source de données, jusqu'à présent assez inestimable, parce qu'au-delà de caractéristiques de base comme le sexe, l'âge, le nombre de personnes dans le ménage, on avait des données socio-économiques importantes, à la fois pour bien comprendre la population avec laquelle on doit travailler, mais aussi, on le verra par rapport aux enquêtes, très importantes pour ajuster nos enquêtes. Des registres de maladies à déclaration obligatoire, lorsque d'un laboratoire, il y a des données qui viennent des laboratoires et il y a des données qui viennent des médecins, lorsque une des, et j'ai oublié le nombre de maladies à déclaration obligatoire, là, sont constatées, elles sont envoyées à la Direction de santé publique qui les compile. Donc, on a une idée du nombre de MADO, maladies à déclaration obligatoire. Et puis, on a des enquêtes puis des projets de recherche. On a, depuis 2002, on mène à la Direction de santé publique une enquête biannuelle à l'automne et au printemps auprès de 1000 personnes à Montréal, donc dans chacune des enquêtes. C'est une enquête régionale qui nous donne un portrait fiable à l'échelle de l'île de Montréal sur certains états de santé, certains déterminants. Il y a les enquêtes qui sont réalisées par Statistique Canada, donc des enquêtes pan-canadiennes, mais qui touchent ou qui permettent aussi d'avoir des données fiables pour le territoire montréalais. Et il y a des enquêtes provinciales, celles-là réalisées par l'Institut de la statistique, qui nous donnent un portrait aussi fiable, tant de la province, mais aussi de Montréal. Et puis, bon, il y a un certain nombre d'innovations qu'on essaie de mettre en place qui nous permettent aussi d'aller chercher de l'information fiable pour assurer le suivi de l'état de santé des Montréalais. Des défis. Vous allez voir, c'est des défis qui rejoignent ceux qui ont déjà été, des défis qui ont déjà été évoqués. Produire des données fiables et utiles qui reflètent la réalité de l'ensemble de la population montréalaise. On a parlé d'échantillons de convenance ce matin. Ici, on a un mandat d'agir pour le mieux-être de l'ensemble de la population, puis on peut le faire uniquement sur la base d'enquêtes qui sont représentatives à l'échelle populationnelle. Donc, on peut difficilement prendre de grandes décisions sur la base de recherche, et sur la base d'échantillons qui sont déjà jugés qui sont jugés non représentatifs. On a un intérêt et une demande de réduire le temps de production de résultats. Quand on attend les données, par exemple, de Statistique Canada ou de l'Institut de la statistique du Québec, on attend souvent longtemps. Et puis, on nous dit, bien non, nous, il faut agir dans un temps, pas nécessairement en temps réel, mais il faut agir assez rapidement. Donc, est-ce qu'on peut accélérer le processus de production de résultats? Puis, évidemment, on nous dit, bien, augmentez la qualité, la rapidité, réduisez les coûts. Je vous propose deux illustrations de travaux qu'on a réalisés qui se servent d'Internet et qui visent à répondre à certains de ces objectifs. Je les rappelle, des données fiables, en temps opportun et à faible coût. Dans le contexte de la pandémie de grippe A H1N1, donc l'année 2009, à partir de mai-juin 2009 jusqu'en janvier 2010, le Québec a été frappé, comme bien des pays à travers le monde, par une grippe particulière, la grippe A H1N1. On réalisait pendant la pandémie de grippe A H1N1 des enquêtes téléphoniques. On en a parlé un petit peu plus tôt. Donc, on en a réalisé 5 entre le mois de juillet puis le mois de décembre. 5 enquêtes téléphoniques qui visaient à estimer la prévalence des symptômes associés à la grippe dans l'ensemble de la population. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les autres sources de données. Par exemple, les données des hospitalisations, les données des appels à l'urgence santé. Ça nous donnait une idée, mais on n'avait pas de données fiables sur ce qui se passait dans l'ensemble de la population. De même, on avait une possibilité avec les enquêtes téléphoniques de connaître les intentions des gens d'aller se faire vacciner, puis les raisons pour lesquelles ils n'iraient pas se faire vacciner, ou les raisons pour lesquelles ils iraient se faire vacciner. Donc, c'est une donnée qu'on ne pouvait pas obtenir via d'autres sources. Donc, on a fait des enquêtes téléphoniques. Toutefois, les enquêtes téléphoniques, ça prend du temps. Dans un contexte de pandémie où on a besoin de réagir rapidement,
2 semaines, 3 semaines, c'est déjà trop long. Donc, on nous a dit, pouvez-vous penser à un système de surveillance en temps réel? On a dit, bien sûr, qui visait à estimer rapidement la prévalence, l'incidence de la maladie et des facteurs associés dans la population et à soutenir, presque en temps réel aussi, la prise de décision des instances du réseau dans le dossier de la grippe. Des enjeux, agir rapidement en temps de pandémie. Tout le monde était mobilisé pour travailler sur plein de dossiers pendant la pandémie, puis il fallait trouver un espace pour développer un nouveau projet. Penser à des échantillons non aléatoires, parce qu'il y a des enjeux lorsqu'on veut travailler sur des échantillons aléatoires, dans notre système en temps réel, là. Et proposer aussi une innovation. Puis dans le contexte d'une innovation, qu'est-ce qu'on a à faire? Convaincre, 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 convaincre. Et inciter à la participation de la population, pas juste une fois, à toutes les semaines. Pourquoi? Pour faire le suivi de l'évolution des symptômes associés à la grippe dans le temps, dans l'espace, au sein de l'ensemble de la population. On a mis sur pied en 4... Là, je ne me souviens plus, ça fait déjà un petit bout de temps, mais il me semble, pour moi, ça prend à peu près 4 semaines, à partir de 0. On a mis sur pied un site qui s'appelle Grippe Montréal. C'est un site d'enquête, d'information, de prévention, puis un relais, ce qu'on voulait être un relais pour les médias ou les sites officiels. On ne voulait pas se substituer à l'ensemble de l'effort réalisé par le ministère, notamment autour de la grippe AH1N1. On voulait juste, et ça nous sauvait aussi beaucoup de temps de développement de contenu. Donc, on a dit, nous, on fait un site d'enquête simple, sur lequel les gens pourront naviguer. Un questionnaire d'inscription très court, des données sociodémographiques, lieu de résidence, composition du ménage, présence de maladies chroniques, ce qui étaient des facteurs associés au fait de développer une maladie plus grave ou moins grave liée au H1N1. Et un questionnaire hebdomadaire sur les symptômes associés à la grippe, les SAG, au cours de la dernière semaine. Donc, une fois par semaine, pour le répondant et les membres de son ménage, on lui posait des questions s'il y avait eu des symptômes associés à la grippe dans la dernière semaine, s'ils s'étaient fait vacciner, s'ils avaient l'intention de se faire vacciner. Et ça prenait au maximum 3 minutes. Pour que ça aille encore plus vite, les réponses les plus attendues étaient cochées par défaut. Donc, pour certains, pour la plupart, il y avait juste besoin de faire soumettre les réponses de la semaine. Et c'est ce qu'on avait proposé aux participants, qui étaient tous des volontaires. On a commencé vraiment en boule de neige. On a eu 1000 inscrits qui devaient donc s'inscrire, donner un courriel. Et on a 1000 inscrits qui ont produit de l'information, donné de l'information pour l'équivalent de 2500 personnes. Parce qu'il y a 2,5 personnes par ménage à Montréal, grosso modo. Donc, on avait à peu près 2500 personnes répertoriées dans notre système de surveillance en ligne en temps réel. Et on l'a fait rouler pendant 27 semaines. Et de 1000 personnes, il nous en restait à la fin à peu près un peu plus de 500. Ce qui veut dire que l'attrition de 20 % à chaque itération, dans ce cas-là, n'a pas tout à fait fonctionné. Donc, on a perdu beaucoup moins de monde dans le temps. On a perdu 50 %, mais sur une période de 6 mois. Et à toutes les semaines, on produisait des résultats. Je parlais de l'enjeu un petit peu plus tôt, de l'enjeu de produire en temps réel des données. Nous, on a fait le pari que c'était utile et profitable pour le projet de produire à toutes les semaines un résultat. La somme de travail associée à la production d'une donnée dans le contexte d'un projet d'expérimentation, c'est assez demandant. Toutefois, c'est l'incitatif qu'on avait, le seul. On n'a pas fait tirer de iPod, iPhone ou quoi que ce soit. La promesse qu'on a faite, c'est on va produire à chaque semaine des résultats. Donc, quand on vous sollicite le mardi matin, je crois que c'était le mardi matin, pour une nouvelle participation hebdomadaire, les nouveaux résultats sont sur le site. Donc, allez voir les nouveaux résultats, prenez le 3 minutes au maximum que ça vous prend pour compléter le questionnaire. Donc, on a engagé les gens. Donc, un résultat par semaine, mais évidemment, il fallait être sur Twitter, sur Facebook.
Puis on avait un blog. Donc, on a dit on va vraiment investir les médias sociaux pour s'assurer qu'au-delà de produire juste une donnée, qu'on puisse en donner un peu plus à nos participants. Des blogs ou quelques billets, hein, donc ça, on n'a pas rempli un catalogue de blogs, mais des blogs qui expliquaient pourquoi on avait pris 3 semaines au début avant de produire un premier résultat. Donc, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi on a été plus prudent? Pourquoi on présente des résultats? Pourquoi on leur demande d'interpréter avec prudence ces résultats-là? Et puis, pourquoi on communique quand même des résultats qui ne seraient pas par ailleurs utilisés pour des grandes prises de décision? Donc, c'est un projet d'expérimentation qu'on mettait en relation avec d'autres sources de données. Ça, c'est la synthèse. La ligne bleue foncée, qui est tout à fait en bas ici, c'est les cas de H1N1 confirmés en laboratoire. Donc, sur le N ici, là, donc on est assez faible. La courbe orange, c'est les syndromes d'allure grippale aux urgences. Des gens qui sont allés à l'urgence et j'ai dit, je fais une grippe, j'ai tel symptôme. En mauve, c'est la courbe dont parlait Christophe un petit peu plus tôt aujourd'hui, le Google Flu Trends. Google fait des analyses, des recherches sur Google et arrive à faire une courbe de l'activité grippale. Et donc, on a mis en comparaison la courbe de Google. Puis, Google se vante d'être capable de prédire à peu près une semaine à l'avance l'apparition de symptômes de grippe ou de grippe à l'intérieur d'une communauté. Puis, on a en bleu, Influence Communication publiait à chaque semaine la proportion de la nouvelle qui était occupée par le H1N1. Donc, on l'a pour la semaine 44 là, jusqu'avant Noël ou jusqu'avant le jour de l'an. Et puis la ligne rouge, ça, c'est la période de pic de la deuxième vague. Donc, la vague à l'automne, c'est là où on a eu le plus de cas. Donc, influence communication, évidemment, les médias en parlent plus parce qu'on est vraiment sur le pic. Aux urgences, c'est vraiment aussi le pic. Et puis, dans les cas déclarés aussi, si on tirait là, Grippe Montréal est ici. Donc, Grippe Montréal est très près de Google et arrive à peu près une semaine avant le pic. Donc, on atteint le pic avant que le pic soit constaté dans les hôpitaux. Épidémiologie 101, tu le vois dans la communauté, puis bon, avant que ça se déplace, les cas peut-être les plus graves vont se déplacer à l'hôpital. L'objectif, ce n'était pas de remplacer nos autres systèmes de surveillance, on en a. Puis si on regarde les inscriptions aux urgences, on a une bonne idée de ce qui se passe dans la communauté. Ce qu'on voulait faire avec ce projet-là, c'est un peu une preuve de concept. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Et là, on était sur un échantillon non aléatoire. C'est des volontaires qui ont dit, bien, moi, je veux participer. Qu'est-ce qu'on retient? Bien, c'est complémentaire à d'autres sources de données. C'est utile pour détecter rapidement des hausses et des baisses de l'activité grippale. Donc, on voit la fluctuation dans la population, dans cet échantillon, qui représente un peu pas mal ce qui se passe dans la population. C'est économique. On pourrait dire, bien, une fois que c'est sur le web, ça ne coûte plus rien, mais attention, il faut des épidémiologistes, il faut des experts en enquête populationnelle, une équipe informatique, des statisticiens, des experts en com. Si on ajoute tout ça, ce n'est pas cheap, hein? C'est pas donné. Mais ça permet de réduire le temps de réaliser une enquête. Je vous rappelle les objectifs, là. Les coûts à long terme, on se dit, oui, OK, une fois que l'infrastructure est en place, ça peut être moins cher. On réduit le temps pour réaliser une enquête. Toutefois, un tel système peut-il produire des données fiables et représentatives sur des états de santé et leurs déterminants à l'échelle de la population, d'autres états de santé et leurs déterminants à l'échelle de l'ensemble de la population montréalaise? C'est la grosse question. Deuxième illustration, la surveillance générale de l'état de santé et de ses déterminants. Donc, la DSP de Montréal va mettre sur pied et travaille à mettre sur pied actuellement un vaste programme d'enquête sur la santé des Montréalais. Je ne fais pas de pub, là, je fais juste en parler avec passion. Qu'on veut lancer d'ici la fin 2011. 36 000 Montréalais seront rejoints au cours des 6 prochaines années. C'est un programme d'enquête
bisannuelle, c'est-à-dire à tous les 2 ans, on va interroger 12 000 personnes à Montréal. L'objectif, produire des informations fiables sur l'état de santé des populations à l'échelle des territoires de centres de santé et de services sociaux. Il y a 12 territoires de centres de santé et de services sociaux sur l'île de Montréal et 12 000 personnes à chaque enquête vont nous permettre de produire des estimations assez fiables à l'échelle de ces territoires pour leur permettre de soutenir leur planification de leurs actions de santé publique à l'échelle locale. Et on nous a exprimé, et j'ai poussé un peu l'affaire, un intérêt pour explorer le web. Toujours avec nos mêmes critères, réduire les coûts, augmenter l'efficacité ou du moins l'efficience et sans perdre de vue la qualité des données. Certaines limites, parce que jusqu'à présent, on travaille essentiellement avec des enquêtes téléphoniques. Des limites ont été évoquées un peu plus tôt. Chute des taux de réponse aux enquêtes, augmentation de la part de téléphonie cellulaire, des gens qui abandonnent le fil pour le sans-fil, et on a un certain nombre de difficultés à rejoindre. Ce n'est pas aussi simple de rejoindre quelqu'un sur son téléphone cellulaire, même si on est capable d'avoir son numéro de téléphone. Généralement, l'effort qu'on doit déployer pour avoir un questionnaire complété de quelqu'un qui a un téléphone cellulaire qui paye un forfait super cher avec l'une ou l'autre des compagnies n'est pas toujours prêt à participer en ligne, puis il va dire la première chose, c'est comment ça se fait que tu as mon numéro de téléphone cellulaire. Le temps requis pour réaliser une enquête, c'est un peu toujours le même, planification, élaboration du questionnaire, plan de sondage, échantillon, la collecte, traitement, analyse, diffusion. Ça ne prend pas toute la même place, ça, mais ça se répète à chacune des enquêtes. L'abandon donc des téléphones fixes, le prix des enquêtes avec téléphone cellulaire qui augmente. Juste en primeur, non, on parle de chute des taux de réponse aux enquêtes téléphoniques. On a fait une analyse des non-répondants, de l'information qu'on a sur les non-répondants à nos enquêtes entre 2005 et 2008. Puis en rouge, c'est des taux de réponse donc de 30 à 46 %, en jaune de 46 à 51 puis en vert de 51 à 66 %. N'oubliez pas, hein, on fait des enquêtes sur la santé, puis la santé est assez vendeur dans les enquêtes téléphoniques. Les gens sont encore prêts à participer, mais on la voit, cette chute. Mais on voit aussi qu'il y a une répartition géographique sur le territoire montréalais qui est assez inégale. Il y a des coins où les taux de réponse sont définitivement plus faibles. On a travaillé, puis on travaille à explorer ce que sont les facteurs associés. Il y a des dimensions d'immigration, des dimensions de langue dont il faut tenir compte. Mais bref, c'est un portrait là, de voir que la chute des taux de réponse n'est pas une réalité tout à fait unifiée, mais elle se distribue différemment sur le territoire montréalais. Ce sont des observations qui sont corroborées par ailleurs par d'autres enquêtes menées non par nous, mais par des partenaires. Quels sont les enjeux de l'utilisation du web pour réaliser des enquêtes sur la santé de la population? Est-ce que diverses méthodes de collecte produisent les mêmes estimations? Est-ce qu'il y a des biais de couverture? Par exemple, la proportion d'utilisateurs d'Internet à Montréal est autour de 80 %, mais si on l'analyse selon le même découpage de la carte précédente, l'utilisation va de 69 % à 96 %. Si on passe d'est en ouest, du nord au sud, donc on sait que si on va vers une enquête web, on va introduire un biais. Et puis, il faut consciemment analyser ces biais. Et quelle est la qualité des listes à partir desquelles on sélectionne les échantillons? On a parlé un peu plus tôt de la machine qui génère des numéros de téléphone, donc la génération aléatoire de numéros de téléphone a ses limites. Et nous, ce qu'on regarde, parce qu'on a certains privilèges, parce qu'on est dans le réseau de la santé, on regarde sur notre possibilité d'utiliser certaines listes, notamment des listes comme la liste des abonnés à la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui constituerait une liste de base à partir de laquelle on peut sélectionner des échantillons aléatoires. Donc, et solliciter ensuite directement par lettre les personnes recrutées ou sélectionnées pour les inviter à participer sur le web. Toutefois, on n'est pas prêt encore à se lancer
pieds joints, les yeux bandés dans cette aventure du web, même si on est presque là. On se dit, on va développer, avant de se lancer, un projet de recherche, un projet méthodologique. Et puis, on est allé chercher un partenaire qui est l'Institut de la statistique du Québec, avec qui on travaille à tester 2 méthodes d'enquête. Actuellement, en fait, on part en collecte la semaine prochaine. Donc, on fait une première enquête téléphonique classique, c'est-à-dire une enquête téléphonique, qu'on va comparer à une enquête en mode mixte, donc une collecte mixte, qui est d'abord web et complémentaire téléphonique. On va, par ce projet méthodologique, documenter les taux de réponse aux différents types d'enquêtes, les écarts dans les résultats selon les méthodes de collecte. Dans la recherche, je pense dans la recherche marketing, c'est rien de nouveau. Ce sont des expérimentations qui ont déjà été faites, mais on sait que sur la question de la santé, il y a des écarts qui sont associés à des conditions socio-économiques et on tombe souvent dans ces groupes qui répondent moins ou qui ont peut-être moins accès à Internet, dans des groupes qui sont peut-être un peu plus vulnérables. Puis s'ils ne sont pas dans les enquêtes, bien, on crée un biais. Donc, ce qu'on veut essayer de valider aussi, c'est sûr, est-ce qu'on peut faire des enquêtes mixtes, donc de collecte mixte, dans le champ de la santé? Est-ce qu'il y a des indicateurs sur lesquels c'est plus facile ou plus fiable? Est-ce qu'il y en a sur lesquels il faut faire plus attention? Donc, c'est un peu l'objectif aussi du projet. On veut évaluer notre capacité à ajuster les échantillons. Tu sais, la pondération, on parle par sexe, par âge, par origine ethnoculturelle ou par lieu de résidence. Il faut aussi regarder ce qu'on fait avec la non-réponse. Tu sais, si on a 60 de taux de réponse ou 40 de taux de réponse, il faut quand même ajuster pour ceux et celles qui ne répondent pas. Donc, il y a là un peu de gymnastique statistique à réaliser. Ce qu'on veut aussi documenter, c'est l'effort l'effort qui est requis pour compléter une enquête web. Dans le scénario B, on va donc envoyer une lettre aux personnes sélectionnées dans une liste, leur demandant de participer sur le web. S'ils ne répondent pas, on va leur envoyer une deuxième lettre, leur disant « Vous avez sûrement perdu la lettre. Pouvez-vous participer à notre enquête? » Dans un troisième temps, parce que soit que la lettre revient parce que l'adresse n'est pas bonne ou autre, on va passer du mode web au mode téléphonique. Et donc, c'est l'ISQ qui va prendre le relais pour faire les enquêtes téléphoniques ou minimalement connaître si les gens ne veulent vraiment pas participer ou c'est parce que le web, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas confiance au web, etc., etc. Des considérations pratiques. Bien, ce à quoi on fait face, il faut arrimer le volet web puis le volet téléphonique. Donc, on pourrait travailler avec Lime Survey, mais les firmes de sondage ou les instituts qui font des enquêtes ne travaillent pas avec Lime Survey pour leurs enquêtes téléphoniques. Donc, il y a des défis au niveau du jumelage à base de données. Donc, le choix peut aussi être lié à une capacité de jumelage sans trop de difficultés. Il y a la formulation des questions, combinaison des fichiers, la promotion de l'enquête sur le web. Il faut travailler cette partie-là parce que là, on dit on envoie une lettre. Mais il faut faire connaître l'opération d'enquête de manière plus large. Quand on regarde ce que Statistique Canada, cette année, a envoyé une lettre, participer au recensement. Il y avait 30 millions de prévus de publicité pour encourager la participation, mais on est parti en élection. Donc, ce 30 millions-là de publicité, on ne sait pas où il est passé. Non, mais c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de publicité pendant des élections. Donc, mais bon, l'exemple, l'expérience du recensement américain en 2010, investissement total des médias sociaux, de Facebook, des blogs, le directeur général du recensement était présent partout pour vulgariser, pour dire pourquoi c'est important. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'aller vers une promotion aussi d'une activité d'enquête comme celle-là pour le territoire montréalais, au-delà de la lettre. Donc, de faire connaître pour que les gens en aient minimalement entendu parler. D'autres considérations, bien, comment on va ajuster les échantillons, l'analyse de la non-réponse, la disparité selon les modes de collecte, la question de la confiance aux résultats, il ne faut pas le minimiser aussi, c'est-à-dire on produit des résultats d'une enquête web,
C'est relativement nouveau. Et donc, on a beaucoup de travail. On a encore du travail à faire pour travailler sur la confiance. La question de la communication des résultats à la population, je pense que c'est encore une bonne voie. L'accès aux données, gros point d'interrogation, je pense qu'il faut juste le soulever au moins. Le partage d'utilisation de connaissances, au-delà de l'évoquer, au-delà du concept, comment on le fait, comment on s'assure que les données sont utilisées à des fins, aux fins pour lesquelles elles ont été produites. Des innovations futures, des enquêtes adaptées aux usages du web qui tiennent compte des nouvelles technologies. On parlait des iPhones, des téléphones intelligents, qui tiennent compte du temps d'attention, la proposition de faire... Moi, je pense qu'il faut faire des enquêtes 25 minutes. 5 semaines, 5 minutes par semaine. Donc, on découpe en quelque sorte le temps, mais il faut travailler beaucoup sur le problème d'attrition. On ne veut pas perdre les gens. Et donc, là, il faut regarder ce qu'on leur donne en retour. Donc, des enjeux à ce niveau-là. Un intérêt pour les enquêtes longitudinales, bien entendu, c'est une capacité et c'est une richesse. Des cohortes longitudinales qui ont 50 ans en Angleterre, on peut en commencer aujourd'hui. Donc, il faut voir, puis il y a des coûts qui n'ont rien à voir avec ce qui se faisait il y a 50 ans. Des interventions en temps quasi réel. On a de l'information qui est produite par la participation à une enquête. On est capable de produire des profils à la fin d'un questionnaire, puis d'orienter les gens vers l'une ou l'autre des options d'intervention, etc. Et éventuellement des enquêtes indirectes. Il faut regarder du côté des blogs, de Twitter et autres pour voir comment on peut aussi regarder dans ces sphères pour développer une compréhension, je dirais, plurielle des phénomènes liés à la santé. Merci beaucoup.